Et pour commencer, je voudrais adresser un double merci à la SFA. D'abord de m'avoir invité à rêver avec vous de l'Europe, et ensuite de m'avoir programmé au début de cette deuxième journée, ce qui va me permettre de tenir compte de certaines des choses très intéressantes qui ont été dites hier, et sans toutefois trop divulgacher, pour ne pas dire en européen spoiler, ce qui va figurer dans mes propos. Je voudrais donc commencer par deux rapides remarques préalables liées à ce dont il a été question hier. D'abord, celle concernant la notion d'identité européenne, qui a fait un peu de débat tant le terme a des connotations réactionnaires. Et je me demande donc, qu'est-ce que l'identité, dans un premier temps, et ensuite, qu'est-ce qu'être européen? Pour la première notion, identité, je peux proposer la définition qu'en donne Nathalie Eynick en 2018. Je la cite, « L'identité n'est pas une substance métaphysique existant indépendamment des représentations que s'en font les acteurs, même si ces représentations s'appuient sur des éléments objectifs. » Et en ce qui nous concerne, il s'agira de ville et d'architecture. Et elle poursuit, « L'identité est donc un phénomène ouvert, en progrès processuel. » Fin de la citation. La deuxième question sur qu'est-ce qu'être européen, je voudrais amorcer une piste de réponse en citant un écrivain qui n'est plus du tout lu, à savoir Paul Morand, lui-même cité par le CNRTL en ligne. Je cite, « Comment voulez-vous qu'il soit heureux, lui, si distingué, si européen, elle, si vulgaire, si bruyante ?» Je termine cette citation de Champion du monde de 1930. Dans un deuxième temps, on a vu que la notion, là aussi, de ville européenne pose problème, ou en tout cas reste relativement floue, et j'ai peur que je ne contribue pas beaucoup à la clarifier, même si je prendrai un exemple très concret pour en parler, ce qui est d'une certaine manière plus confortable. Pour autant, je vais sans doute poser plus de questions que de réponses, puisque, je viens de le dire, du point de vue de l'architecture, la notion de ville européenne est assez compliquée. Alors, mon propos respectera, ou du moins tentera de respecter, la règle des 3 unités. Il s'agira donc d'un lieu, Bruxelles, d'une date, 1980, et d'une action, une déclaration collective, dite de Bruxelles, sur la reconstruction de la ville européenne. L'objet en question renvoie donc explicitement au thème qui nous occupe, puisque je suis une bonne élève. Enfin, j'essaye de l'être. Je me suis attachée donc à choisir un corpus ad hoc pour évoquer ce que le titre du colloque évoque en sous-titre, les idées de l'architecture et de la ville européenne. Je vais regarder, comme à la manière d'un entomologiste, l'objet qui m'intéresse, la déclaration, et son contexte immédiat, ou plus exactement son paratexte, tout en portant une attention dénuée de tout jugement. C'est-à-dire que je ne cherche pas à déconstruire ce texte, voire à le condamner, mais pas non plus à le défendre. Je le prends comme un fait, et avant de le déconstruire, je cherche à le décrire, une leçon que nous donne encore une fois Nathalie Eynick. Je vais donc m'attacher plutôt à la lettre de la déclaration de Bruxelles qu'à la publication, à la publication qui lui est concomitante, celle de contre-projets bruxellois, avec pour objectif de montrer que les binarités sur lesquelles nous avons l'habitude de fonctionner ne sont pas finalement si évidentes. Ainsi, le caractère réactionnaire de cette approche,
qui n'est pas encore qualifié de postmoderne, du moins dans le texte sur lequel je vais parler, ce caractère réactionnaire s'avère historiquement faux. Elle est en effet, la déclaration, fondée sur une vision résolument marxiste. Donc voilà la déclaration, donc une position résolument marxiste qui entend dénoncer la goinfrerie des promoteurs privés et par concrètement des luttes urbaines de la ville de Bruxelles. Le paradoxe que j'y vois est que ces luttes étaient en partie liées à la destruction du tissu traditionnel de l'habitat populaire du fait des opérations qui avaient été rendues nécessaires par l'installation de grands équipements dépendant de l'institution européenne. Il y a en effet, en toile de fond de ma présentation, une hypothèse qui me semble paradoxale. Au fond, c'est l'Europe, en tant qu'institution politique et administrative, qui est la cause même de la destruction de la ville européenne, ou en tout cas de ses capitales, Bruxelles, à gauche, bien sûr, mais aussi Luxembourg, en haut, à droite, elle sera juste évoquée, et Strasbourg, que je ne traiterai pas ici. La règle que j'ai évoquée concernant les unités de lieu, de temps et d'action, je vais la compléter par une contrainte au sens de l'Oulipo, contrainte qui est liée au personnage de cette pièce. Ici, un couple qui est formé par un Belge à gauche et un Luxembourgeois à droite, Maurice Culot, né en 1939, et Léon Krier, né en 1946. Je vois en eux les deux principaux héros de la reconstruction de la ville européenne. Ils se sont rencontrés de manière improbable dans les années 70 à l'E.A. School de Londres, vraisemblablement à l'instigation de Peter Cook, ce qui fait effectivement un mélange curieux. Et depuis, les deux hommes sont restés liés durant presque 50 ans par une amitié sans faille et une posture architecturale qui est aujourd'hui à la fois de moins en moins reconnue par la critique, mais de plus en plus plébiscitée par les aménageurs. Je vais vous présenter, je vais essayer de le faire vite, les deux personnages, en commençant par Culot, qui a d'abord été connu pour ses activités d'enseignant à l'école de la Cambre. C'est une école qui sera dissoute en 80 et qui est le lieu de cristallisation de ces luttes urbaines. Et il est également connu donc comme activiste au sein de l'atelier de recherche et d'action urbaine. Dans cet atelier, il était question de sensibiliser les habitants de la ville à la destruction massive des bâtiments et les inviter à la réflexion et à l'action urbaine. Fin de citation. Mais Culot est surtout connu pour ses activités d'éditeur et d'auteur. Je me suis rendu compte que son nom apparaît dans plus d'une centaine d'ouvrages, dans les catalogues divers, où il est à la fois, selon les cas, rédacteur, mais aussi directeur d'ouvrages collectifs ou préfacier. Car il est le fondateur des éditions d'architecture, des éditions des archives d'architecture moderne en 1976, maison qui connaîtra des prolongements dans les éditions Mardaga et Norma, et maisons d'édition qui publieront au demeurant la plupart des versions françaises des livres de Krier. 2 ans après la déclaration pour la reconstruction de la ville européenne, Culot a participé à la création du prix européen, j'insiste, de l'architecture Philippe Rotier, dont il a présidé tous les jurys depuis cette date et auquel il fait participer Krier de 82 à 2005. Alors vous voyez peut-être que parmi les opérations qui sont citées
en 2008, on relève celle du Plessis-Robinson, qui aurait en fait pu à elle seule faire l'objet d'une communication, et celle de Val d'Europe, sur lequel je reviendrai. Plus récemment, donc en 2021, vous voyez que le prix s'ouvre à des notions à des thèmes plus internationaux et moins sulfureux, mais quand même, on voit que récemment, une célébrité qui fait incontestablement partie de l'identité française est saluée de manière spéciale. Culot, en fait, passera de la théorie à la pratique assez tard, en prenant la présidence d'une agence qui s'appelle Arcas. Dans ce cadre, il réalise de nombreuses opérations dans des sites périurbains, opérations qui sont présentées comme traditionnelles, classiques ou modernistes, mais jamais modernes. À défaut d'être une ville européenne, Val d'Europe y occupe une place de choix, puisque ce secteur qui est voué à Disney, au sein de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, regroupe dans son seul nom à la fois un substantif qui désigne une figure géographique et un continent, Val d'Europe. Il y convoquera d'ailleurs, donc voilà des réalisations qui sont liées à l'agence de Culot, et il y conviera son ami Léon Krier pour réaliser un bâtiment certes très petit, une brasserie, mais hautement symbolique. Le Val d'Europe est présenté par Culot comme la seule ville neuve française bâtie selon les principes constitutifs des villes européennes. Et on voit ceci à l'œuvre dans cet ouvrage absolument qui est un incunable, publié en 2017, toujours chez ses propres éditions AAM, couplé avec Anteprima, où figure, de manière tout à fait... Enfin, c'est pas un hasard, une œuvre de Culot à gauche et celle de Krier à droite. Donc le couple est bien présent. Je voudrais aussi citer le discours que fera en 2019 Krier lorsqu'il introduira Culot comme récipiendaire du prix Driehaus, qui est délivré par l'université Notre-Dame dans l'Indiana aux États-Unis et qui est effectivement destiné à récompenser des architectes qui travaillent sur les questions d'architecture traditionnelle ou classique. Je le cite, « Maurice a influencé et inspiré énormément de personnes et d'architectes. Mais une question se pose. Pourquoi nous, les vrais meneurs de la profession, sommes-nous toujours en marge alors que nous réalisons de si belles œuvres? Maurice est un personnage central, mais les modernistes occupent toujours le centre. » On voit que l'esprit polémique est toujours présent. Et parmi donc les lauréats de ce prix, Krier, Léon, est le premier en 2003, et donc Culot en 2019. Et vous voyez qu'entre-temps, une pléiade de noms du postmoderniste sont représentés. J'en viens maintenant à l'autre personnage. Et je ne résiste pas à vous présenter ce magnifique portrait qui montre bien la démesure du personnage. En effet, l'œuvre et surtout la personnalité de Léon Krier, dont Florian Erdwerck aurait beaucoup mieux parlé que moi, puisqu'il connaît bien mieux, cette œuvre et sa personnalité sont extrêmement complexes, mais j'en donnerai quand même quelques jalons.
Si la rencontre de Krier et Culot est contre-intuitive à Lay School, de même, ses premières âmes en tant qu'architecte le sont, puisqu'il a travaillé pendant un certain temps dans l'agence du très moderne James Stirling, avec ici une perspective qu'il lui envoie représentant en 1972 le projet de Golden Estate. Ce que l'on voit, c'est que le travail de Krier se fait beaucoup par le dessin. Bon, il y a un vrai talent de caricaturiste et beaucoup d'humour et d'ironie dans ces dessins-là, comme notamment ceux-ci aussi, que je trouve particulièrement savoureux. Et ça lui permet d'avoir parallèlement à des tentatives de projets dans diverses villes européennes, parallèlement à ça, donc ça lui permet d'organiser, on va dire, des expositions, des conférences et diverses communications. Lors d'une exposition, je ne spoile pas, lors d'une exposition qu'il donne ainsi en 1981 à New York, le critique Hal Foster relève immédiatement le caractère problématique de la posture que revendique Krier, à la fois anticapitaliste et antimoderniste. Il se demande alors s'il s'agit d'un aller ou d'un retour, d'une régression ou d'un départ, et si sa contribution est de nature révolutionnaire ou réactionnaire. C'est un thème qui revient effectivement tout le temps. Krier ne va concrétiser que dans les années 90 ses idées sur la ville européenne, dans un pays qui n'est pas totalement européen et pas totalement une république, pour un prince qui sera appelé à régner, Charles III. Pantbury, sur lequel Federico Ferrari a beaucoup écrit, est construit à partir des années 90, et l'on voit la mise en scène de celui qui est alors le prince Charles avec son architecte, et la nature assez traditionnelle de cette petite ville entièrement neuve. Mais Krier est aussi un écrivain, et je citerai deux moments importants dans sa bibliographie. D'une part, en 1978, l'architecture rationnelle, qui essaye d'établir un peu une théorie de ce qu'il développera quelques 20 ans plus tard, avec l'autre ouvrage, Architecture, choix ou fatalité. Cela dit, entre-temps, et toujours aux éditions de Culot, il va se compromettre dans une monographie qui ne sera pas sans poser quelques problèmes et réactions. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il est donc temps, maintenant que j'ai présenté les deux personnages, de revenir à mon sujet initial, à savoir la publication de la déclaration en faveur de la reconstruction de la ville européenne qui a lieu à Bruxelles. Cet événement, certes, est beaucoup moins marquant qu'un autre de la même année, en tout cas beaucoup moins marquant pour l'histoire de l'architecture officielle. La présence du passé, célébrée par Portoghesi lors de la première biennale d'architecture, n'élimine cependant pas complètement mes héros, puisque Krier, avec Culot, a une petite place dans l'exposition. Je n'ai pas trouvé de photographie de cette réalisation, mais il est clair que ça a été réalisé. Et dans le cadre de la Biennale, les deux compères ont publié, avec l'aide de l'État français, un petit opuscule de contre-projets liés essentiellement à Bruxelles, mais aussi à certaines contributions de Krier dans différentes villes comme Luxembourg, Brême et Athènes. Il s'agit donc de 3 villes européennes. L'ensemble de ces présentations est
précédée de 2 textes liminaires de Culot et de Krier. Le titre du texte de Krier est déjà tout un programme, la reconstruction de la ville européenne et la résistance anti-industrielle comme projet global. Je ne peux m'empêcher d'en donner quelques lignes qui font écho par anticipation aux préoccupations contemporaines de non-construction, avec des prémices qui sont pourtant radicalement différentes. Considérant l'ampleur de la destruction et la confusion théorique qui agitent les professionnels les plus éclairés, j'ai compris, dit Krier, que le fait de construire aujourd'hui peut seulement signifier un plus ou moins grand degré de collaboration dans ce processus d'autodestruction de la société civilisée. Et il poursuit. Nous nous trouvons dans un état de guerre et un mouvement de résistance ne peut être organisé sur un champ de bataille. Une stratégie ne peut être mise au point et développée dans les tranchées. Si un projet de résistance veut avoir quelque chance d'aboutir, il a alors besoin d'une stratégie rigoureuse et de la connaissance intime de tous ces mouvements tactiques qui peuvent mener à la victoire. Ceci est le travail dans lequel je suis engagée. Vaste programme. Quant à Culot, il revendique la nature éminemment politique de l'approche de ces contre-projets et tient en outre des propos de nature écologique, cette fois, qui me semblent étonnamment prémonitoires. Je le cite. « L'enjeu est donc bien plus qu'esthétique. Il s'agit de se battre pour conserver l'outil de libération qu'est la ville et en maximaliser ses bénéfices au profit des travailleurs, c'est-à-dire les victimes de la société industrielle avancée. » Et plus loin, il aborde donc la question qui semble beaucoup plus brûlante aujourd'hui. La fenêtre verticale peut être non seulement classique, mais elle est aussi démocratique, seule réponse intelligente aux problèmes d'énergie, à la manière habituelle d'habiter, à l'économie de la construction, à la logique des matériaux naturels. Les modernes peuvent aller se rhabiller. Ainsi, notre projet sur la ville s'inscrit-il dans le cadre de la lutte des travailleurs, mais aussi dans celui du refus des solutions urbanistiques et énergétiques à grande échelle, de l'usage systématique du béton et autres matériaux non traditionnels énergivores, tels le verre, l'aluminium, jusqu'au corollaire de ce gaspillage, le nucléaire et son appareil policier. Une vision donc relativement, très prémonitoire, qui pourrait être reprise aujourd'hui. Alors, cet ouvrage, il est fait d'une série de planches trilingues. Vous voyez que la partie anglaise, parce que c'est celle qui est illustrée, sur des thèmes particuliers et qui sont accompagnés de projets d'étudiants de la Cambre et quelques-uns aussi de Krier, mais il est chaque fois question d'une question liée à la ville européenne et sa reconstruction, notamment à travers, on va dire, les masses populaires qui sont le fondement de celle-ci. Après, le vocabulaire de rue, de place et de quartier est bien sûr évoqué, et la notion de conservation est aussi importante. J'en arrive enfin, mais je ne sais plus très bien où j'en suis de mon temps, Olivier. Il me reste quoi ? 5 minutes. Ok, donc ça va aller très vite. J'en arrive enfin à la déclaration de Bruxelles, qui représente en 1980 les actes du colloque international « La reconstruction de la ville européenne ». Il réunit... Non, je suis allée plus loin. Il réunit... Il me manque un truc. 15 participants. Non, c'est là. Non, c'est plus là. Bref, il réunit 15 participants, dont presque la moitié, 7, sont français. Et c'est une remarque plus chauvine qu'européenne, j'en conviens. Parmi eux, on trouve Jean Castex,
Antoine Grimbach, Bernard Huette, Jacques Lucan, François Loyer, Fernando Montes et Philippe Paneret. Florian nous indiquait hier que Castex lui avait indiqué que sa participation à ce colloque était la plus grande erreur de sa vie. Et Lucan m'a récemment fait la même confidence. Ni Huette ni Paneret ne peuvent plus témoigner, mais j'imagine qu'a posteriori, la présence de cette réunion a pu paraître honteuse à certains de leurs protagonistes, et elle l'est encore plus dans ce temple de la modernité où nous nous trouvons, la SFA. L'histoire reconnaît les siens, qui ne la reconnaissent pas toujours. L'ouvrage qui réunit les actes de ce colloque est un recueil de textes rédigé par l'écrivain André Barret et qui est, comme le volume de la Biennale, rythmé par des dessins d'étudiants de la Cambre ou à nouveau de Krier. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail des 12 chapitres qui constituent le livre, mais plutôt essayer de me concentrer sur la charge contre l'Europe, qui est nommée dans ce cas CEE, qui signifie Communauté économique européenne. Et ici, bien sûr, les mots disent bien la chose. Une longue citation mérite néanmoins d'être citée, et ce sera sans doute la fin de mon propos. Les participants du colloque déclarent qu'ils condamnent spécialement la politique irresponsable de la CEE, dont l'action destructrice en matière d'implantation de ses propres bâtiments touche tout aussi gravement des villes comme Luxembourg, Strasbourg et Bruxelles. Ils exigent la formation au sein des institutions européennes d'une commission qui prendrait enfin en compte les objectifs de reconstruction de la ville européenne voulus par les habitants. Ils demandent à toutes les écoles d'architecture d'orienter leur enseignement et leur recherche vers les tâches de la réparation des villes européennes. La suite reprend des questions plus pragmatiques sur les modalités de cette reconstruction de la ville, pour laquelle il refuse les termes de réparation, conservation, sans que, en tout cas pour moi, ça soit très clair, la différence soit très très claire. Puisque je dois faire vite, je vais finir sur la question que j'ai posée en ouverture sur la possibilité même de la ville européenne. Et je voudrais faire remarquer qu'ici, l'article défini singulier est déterminant. Car si nous avons tous en tête des villes européennes, quel serait leur dénominateur commun, par-delà certaines formes de plans, réglées ou non, ou des vertus, peut-être convenues, d'hospitalité? Quel serait donc ce dénominateur qui ferait l'essence de la ville européenne? J'ai également une autre question qui est beaucoup plus triviale, qui est une interrogation sur les raisons qui ont fait que Culot comme Krier sont passés d'une posture marxiste à une posture d'inféodation au néolibéralisme le plus décomplexé. Dans les années 80, il y a une association qui, vous voyez, s'appelle la Vision of Europe, avec cette tête qui est particulièrement coiffée d'éléments de la ville européenne. Et j'ai une hypothèse, la voici. Je vous remercie.